Salut à vous, nouvelle vidéo React. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi est-ce que personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe. Littéralement personne. On va comprendre pourquoi est-ce que nous sommes seuls dans les différentes luttes que nous menons. On va comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour nous et pourquoi est-ce que les nations du monde se mobilisent permanemment et continuellement pour nous maintenir dans un état plus que déplorable. Déjà, vous voyez le titre, pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas, hein? Ça n'annonce rien de particulièrement positif. Allons-y. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire, à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, ben, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Vous comprenez rien que de par cette simple explication de prime abord, hein, ça fait même pas 30 secondes que la vidéo a démarré, mais vous comprenez déjà pourquoi est-ce qu'il y a des intérêts à ce que l'Afrique soit toujours dans cet état de larve. Il y a des intérêts et des gens dépensent énormément d'argent pour la déstabilisation de nos pays. Il y a un entrepreneur burkinabé qui expliquait récemment que quand il a étudié comment on crée les guerres en Afrique, il s'est rendu compte qu'il existe très peu de guerres en Afrique qui ont coûté 1 milliard à être déclenchées. Généralement, les guerres en Afrique qui coûtent des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Des guerres un peu comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou un peu de partout en Afrique, vraiment il y en a plein. Ça tourne dans les 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour la vie des dizaines de milliers de personnes, des milliers de personnes. Et donc, cette situation de crise constante entretenue par les puissances extérieures en Afrique sont faites pour une raison précise, qui est qu'on ne doit jamais être suffisamment tranquille, jamais être suffisamment développé, jamais être suffisamment calme pour pouvoir penser en fait ou repenser une civilisation. Rien qu'avec les 25 secondes, si on comprend en fait que c'est alimenté, c'est mécaniquement fait, mécaniquement. Parce qu'il y a toujours les gens qui seront là en train de dire oui, mais accusez vos dirigeants. Les bons dirigeants qui veulent faire les trucs corrects en Afrique se font automatiquement éliminer. Automatiquement, c'est-à-dire il y a une lutte et un déchaînement inouï de violence contre eux. On continue. Il y avait cette idée, en fait, dans la tête des gens, qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante. Mais c'est pas la partie principale. Il faut une industrie lourde. Ces pays-là exportent du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Quand vous avez une compagnie étrangère qui... C'est même la transformation qui crée de la valeur. La transformation rend exponentiellement plus riche que la simple production, hein. La matière première ne rapporte pas autant de valeur que la transformation. La dernière fois qu'on en parlait, j'ai pris l'exemple du jus d'ananas. Si on prend mon cas au Cameroun, une tête d'ananas, vous allez acheter à 250, une grosse tête d'ananas, magnifique, on va dire bon, peut-être 300, allez, 300 la tête d'ananas, 300 francs CFA, la tête d'ananas. Vous allez prendre cette tête d'ananas, l'éplucher, vous allez couper en 10 tranches. Chaque tranche, vous allez vendre à 100 francs. La première transformation fait déjà en sorte que la même tête d'ananas qui coûtait 300 coûte maintenant 1000 francs. Et puis, vous allez prendre les tranches là, vous allez retirer 2 tranches, dont les 10 tranches. Vous allez mettre dans un mixeur, ajouter un peu d'eau, un peu de sucre. Vous allez vendre le verre. Les petites bouteilles là, hein, vous faites les jus de fruits dans les petites bouteilles là, jus d'ananas. Vous allez voir que vous allez vendre ça facilement à 500 la bouteille. Donc, quand vous faites comme ça et que vous avez encore la possibilité de produire 5 bouteilles, vous êtes à 2500. Un truc qui coûtait à la base 300, c'est passé de 300 à 1000 francs, de 1000 francs à 2500 avec de simples et de légères transformations. Donc, la transformation est une valeur extraordinaire. Quand on prend le cobalt brut et que par un ensemble de techniques et de technologies, on transforme ça en batterie, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a absolument plus rien à voir en termes de valeur sur le marché. Donc, la transformation est primordiale en fait dans l'industrialisation et dans le développement d'un pays. Or, vous allez vous rendre compte que systématiquement, c'est ce qu'on empêche à l'Afrique d'avoir. Le développement. Je dis bien, on empêche.
Parce que même quand on veut faire des trucs, vous allez vous rendre compte que toujours les problèmes commencent à apparaître. À gauche, à droite. On a même vu ça avec Dangote. Il essaie quand même de faire les trucs correctement, de dire, OK, voilà qu'on produit, je vais aussi transformer et livrer. Mais vous voyez comment les problèmes commencent à apparaître à gauche, à droite. Ça apparaît, ça pop, vous ne comprenez pas. Mais pourtant, j'avais balisé toute la zone. Mais ça commence à apparaître un peu de partout. C'est un peu dans ça qu'on s'inscrit. C'est en fait ce qu'il explique. Qui s'installe. Je prends toujours l'exemple moi, du Congo Brazzaville que je connais bien. Le Congo Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% taux. Même le Gabon, hein, l'écrasante majorité des revenus du Gabon viennent de la vente du pétrole, de l'exportation du pétrole. Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc, toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc, la même chose, là il est en train de prendre le cas du pétrole, mais c'est la même chose partout. Hein. Le cacao, c'est pas nous qui choisissons le prix. Le café, c'est pas nous qui choisissons le prix. C'est déterminé par les autres. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que eux, quand ils transforment, ils vont par exemple vous transformer le cacao qu'ils achètent ici en kilos à 800, on va dire 1000 francs ou 5000, ça va dépendre des périodes. Et ils vont venir revendre 2 grammes de chocolat à 1500, à 1800. Ouais, 2 grammes de chocolat transformé. Ils vont vendre ça en plaquettes de chocolat. Ils vont mettre peu importe la marque combien dessus. Et vous allez voir que ça coûte exponentiellement plus cher. Le gramme de cacao transformé vaut plus cher que le cacao brut. C'est en fait ça qu'il est en train d'expliquer. Résultat, même le peu d'argent qu'on gagne dans la vente du cacao, tout ressort. Parce qu'on achète aussi les produits transformés avec. Vous voyez comment on est dans un cercle vicieux. Des situations de géopolitique tendues comme là, il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs. Et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? C'est la Chine, mais la Chine c'est un pays, il va le prêter sous certaines conditions, conditions parfois sur accès à des matières premières ou de partage de production plus avantageux pour elles. Et donc ça ne leur permet pas d'être complètement indépendants. Et il faut bien avoir en tête que les pays riches se sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. Excellent, excellent mot. Excellent mot, excellent mot. Parce que même quand on vous parle des institutions financières, le FMI, Banque mondiale, etc., etc., c'est simplement des systèmes qui fassent en sorte de favoriser les pays occidentaux. Ce sont des systèmes qu'ils ont vraiment créés pour les avantager, eux et uniquement eux. Dans une précédente vidéo, j'expliquais aussi que même le système de sanctions a été majoritairement utilisé entre 2001. Oui, entre 2001, oui, on va dire milieu ou fin 2001, du moins dans les derniers mois de 2001, jusqu'à présent pour favoriser un certain nombre de marchés aux États-Unis, d'entreprises et d'entrepreneurs américains. C'est important qu'on comprenne ce genre de choses. Le système de sanctions a été un levier tellement utilisé qu'il y avait carrément des mafias autour des sanctions pour qu'à chaque fois et que systématiquement, quand une entreprise veut se lever dans un autre pays, il demandait à ce que les États-Unis sanctionnent ce pays-là pour pouvoir avoir le monopole du marché dans ce secteur. C'est d'une violence inouïe, les systèmes qu'ils ont mis en place. Et après, ils vont parler de justice. Et après, ils vont parler d'équité, d'égalité des chances. Quelle connerie qu'on nous raconte tous les jours. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui a favorisé beaucoup plus les pays riches que les pays pauvres. Le système financier, avec des banques majoritairement européennes et américaines, il favorise les pays riches. Et donc les pays riches lèvent des fonds énormes pour faire leurs projets, quand les pays pauvres, pour faire des projets que nous connaissons, c'est-à-dire faire des choses que nous connaissons, des raffineries, des industries alimentaires, agricoles, nous connaissons, nous savons faire ça. Et eux n'arrivent pas à lever de l'argent.
quels seraient les... Ce que je veux ajouter, excuse-moi, je te coupe. Ce que je veux ajouter, c'est que on a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. Ah, c'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant oh bah ils sont un peu paresseux. Enfin, ça a toujours été un peu ça. Et on a retrouvé le même type de débat quand il y a eu la crise des dettes souveraines en Europe, où on a qualifié les pays du Sud de pigs, on les a appelés le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, on appelait ça des pigs, et on disait qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient dans l'informel, qu'ils n'étaient pas comme les Allemands et les Français. Il y avait déjà ce débat existait déjà avec les pays africains. Ils ne travaillent pas, ils sont feignants, ils n'ont pas des bonnes formations, ils sont corrompus. Très bien, c'est ce qu'on disait. Si demain on me donnait les commandes, moi, du Congo, Brazzaville, et qu'on me disait quelle est la formule dans les conditions actuelles pour le sortir du sous-développement et faire en sorte que l'économie décolle, ce serait extrêmement compliqué. Et je vous dirais que j'ai pas la solution. Parce que c'est un pays, en fait, qui n'a pas du tout les manettes du développement. Parce qu'il n'a pas accès au financement, comme j'ai dit. Parce qu'il ne maîtrise pas le bien principal qu'il produit. Parce qu'il ne maîtrise pas le volume et le prix. Et donc développer un pays dans ces... Parce qu'il ne maîtrise pas les technologies et les sciences autour. Parce qu'il ne maîtrise pas la formation aussi dans ça. Conditions, c'est extrêmement difficile. Donc la corruption, en réalité, c'est un effet collatéral. Le vrai problème, c'est l'Organisation mondiale du commerce et du système financier comme il a été créé. Est-ce que tu... Vous comprenez donc aussi comment, parallèlement, les BRICS, l'organisation BRICS Plus, devient aussi un outil intéressant, devient un outil très très intéressant pour les pays comme les nôtres. Parce qu'à partir de là, on pourrait se dire, ok, là on peut projeter. Vu que d'un côté, on a des organisations complètement balisées qui nous désavantagent, et de l'autre côté, on a des nations et des organisations qui sont en train de s'organiser pour justement permettre à tout le monde d'une certaine manière de s'en sortir quand même. Et que ce n'est pas pour rien que les BRICS attirent autant. C'est parce qu'ils reviennent avec un espoir réel, avec des solutions palpables, touchables, enfin pour les pays comme les nôtres. Je dirais qu'il y a eu une mainmise des pays du Nord. Je vais m'expliquer. Par exemple, on recherche quelles sont les voies de sortie et surtout par qui, parce que peut y avoir l'idée reçue de oui, les pays du Nord, ils vont encore aider les pays du Sud. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une mainmise et aussi un enrichissement des pays du Nord grâce et par les pays du Sud. Par exemple, la Zambie, elle a juste eu du temps supplémentaire pour rembourser, mais pas, on n'a pas enlevé la dette ou réduit, etc. Il y a aussi les négociations qui portent sur les prochaines contributions des pays riches pour la période triennale qui commence bientôt et qui devrait s'achever en décembre 2024. Il y a aussi beaucoup de solutions qui sont avancées par le FMI qui sont jugées comme pas assez en fait. Quelle voie de sortie toi tu penses par lesquelles il faut s'orienter là? Alors c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que en réalité l'Afrique achète énormément d'importations venant d'Europe et principalement aussi de France. Et nous achetons énormément de choses dont nous avons besoin et que nous ne produisons pas, notamment du pétrole et des matières premières. Donc les pays occidentaux n'ont pas Acheter, c'est un bien grand mot, hein. C'est un très très gros mot, trop gros mot même. C'est pas acheter qu'ils font en Afrique, pas du tout. Les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Parce que si ça se passe très mal, s'il n'y a pas une situation un minimum stable, qu'est-ce qui se passe? Bon ben, on risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin, et en échange, on risque de moins leur vendre de choses. Donc il faut maintenir dans une situation, on va dire, intermédiaire, l'Afrique, qu'elle soit suffisamment riche pour nous acheter nos biens, et suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. Qu'elle soit suffisamment riche et suffisamment stable pour qu'ils puissent nous exploiter, mais pas assez riche pour pouvoir se développer elle-même. Pas assez riche pour pouvoir fabriquer elle-même. Pas assez riche pour pouvoir être autonome. Pas assez riche pour pouvoir planifier, réfléchir. Non. Là, c'est pas bon. L'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, ben, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches, on fait de la géopolitique aujourd'hui, hein, partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Maintenant, si j'étais à la place des Africains, c'est très difficile. C'est-à-dire que moi, la première chose que je ferais,
c'est déjà, je serai beaucoup plus agressif dans la négociation. Parce que si vous n'avez pas de financement, alors vous pouvez tenir des grands discours, c'est toujours agréable, mais une fois qu'on passe au concret, c'est quoi l'Afrique aujourd'hui concrètement? Comme elle n'a pas accès au financement, comme elle ne maîtrise pas les biens qu'elle produit, dans les volumes comme dans les prix, eh ben, elle essaye de faire aujourd'hui, pour qu'il y ait de l'activité, d'attirer le plus d'investissements directs étrangers, en faisant des zones franches où on paye très peu d'impôts, en disant voilà, c'est la seule façon qu'on a de relancer l'économie. Ce qui ne lui permet pas non plus à côté, parce qu'elle ouvre la voie finalement au loup, ce qui ne lui permet pas de développer son industrie, même si elle avait des financements. Parce que l'industrie qui arriverait est beaucoup plus puissante et beaucoup plus en place que celle qui se développerait, qui serait une industrie naissante. Donc la première chose que je ferais, moi, dans cette situation-là, qui est une situation extrêmement compliquée, c'est que je chercherais à être beaucoup plus agressif dans les partages de production. C'est-à-dire que quand il y a une compagnie étrangère qui vient, ben, il faut lui imposer des choses. Les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats en leur temps, quand vous veniez vous installer chez eux, pour quoi que ce soit, hein, vous deviez donner une grosse partie, plus de 50%, à un autochtone, à un habitant local, de l'investissement. C'était obligatoire. Même la Chine a pratiqué ça. La Chine, non seulement vous deviez donner plus de 50%, mais vous deviez donner la licence, montrer vos techniques et vos technologies et faire en sorte qu'ils puissent bien comprendre l'intégralité des process. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tes gars peuvent te cloner tout et n'importe quoi. L'OMC a tout fait pour dégommer ça, mais certains pays ont tenu, sauf quand ils en ont vraiment besoin. Ils font des dérogations au ministère de l'économie, mais quand ils estiment que la personne doit donner une partie, elle donne une partie à les autochtones, ce qui les forme. Bah, vous voyez, par exemple, ce type de mesure pourrait être appliqué par certains pays africains. S'ils l'appliquaient bien sûr dans l'ensemble, ce serait mieux, mais avoir une stratégie beaucoup plus agressive de négociation sur le partage de ces rentes de matières premières avec les pays occidentaux. Ça, c'est la première chose, qui leur permettrait d'avoir beaucoup plus de rentrées financières. Et une fois qu'on a ces rentrées financières, reste la question de l'investissement dans les bons secteurs pour pouvoir se développer et être de plus en plus autonome. Ça devrait être ça le but. Parce que l'autonomie et l'industrie créera des emplois. Créer des emplois, ça permettra aux jeunes diplômés de là-bas de rester chez eux et de travailler chez eux. Ce qui est le désir de tout le monde. Personne n'a envie de migrer, de prendre une embarcation de fortune. Et même les migrations qui se font, on en parlera dans le deuxième sujet. Mais dans les meilleures qualités, c'est toujours des moments difficiles, des drames, parce qu'on est séparé de sa famille, etc. Donc c'est très compliqué. Donc là, ça permettrait d'assurer un avenir à une jeunesse qui n'en a pas dans son pays parce qu'il n'y a pas d'activité économique. On parle d'absence d'opportunités. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est difficile de déceler dans un environnement aussi déséduqué que le nôtre, aussi désavantagé et désordonné que le nôtre. Je pense qu'il a plutôt très bien résumé le sujet, que la solution qu'il a apportée n'est pas mal du tout. C'est même une solution qu'il faudrait qu'on guette, qu'on envisage. Au moins, ça pourrait commencer à améliorer les emplois et améliorer l'acquisition de connaissances et de compétences sur nos territoires. En tout cas, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.